Bienvenue sur notre chaîne. Aux premières heures du 14 janvier 2012, vers 3 heures du matin, des cris désespérés d'une femme résonnèrent dans les couloirs silencieux d'un immeuble. L'appartement numéro 738, un lieu paisible qu'un jeune couple louait, était devenu le théâtre d'un cauchemar. Ces cris étaient si perçants que 15 résidents se rassemblèrent dans le couloir, prêts à tout pour l'aider. Mais l'appartement était doté d'une porte métallique qui les séparait de l'horreur qui régnait à l'intérieur. « À l'aide, il va me tuer !» hurla-t-elle de l'autre côté. Le cœur battant, les voisins appelèrent la police et pendant 3h30, des appels affolés affluèrent dans les autorités. Ces appels feraient plus tard l'objet d'une enquête distincte dans une affaire qui allait provoquer un immense tollé national en Russie. Une femme implorait qu'on lui laisse la vie sauve. Et ceux de l'autre côté de la porte métallique ne purent qu'écouper. Cette affaire a suscité une vive controverse en Russie et reste l'une des plus médiatisées à ce jour. Vera Pektileva est née le 24 septembre 1927 à Kiselev, dans la région de Kemerovo, en Russie. Vera était connue pour sa gentillesse. Après avoir intégré une université de technologie, Vera a choisi d'étudier la sécurité économique avec un objectif clair en tête. La famille de Vera était quelque peu compliquée, mais pleine d'amour. Ses parents, Oksana et Evgeny, s'étaient séparés alors qu'elle était encore enfant, mais tous deux étaient restés profondément attachés à son éducation. Même après le remariage d'Evgeny, Vera a été traitée comme un membre de sa nouvelle famille. Elle était accueillie chaleureusement pendant les vacances et ne se sentait jamais mise à l'écart par ses autres frères et sœurs. Son université n'étant qu'à quelques heures de la maison de sa mère à Kiselev, Vera lui rendait souvent visite pendant les vacances. Sa relation avec sa mère Oksana était incroyablement étroite. Ils se confiaient sur presque tous les aspects de leur vie, ce qui n'a fait que renforcer leur lien au fil du temps. En 2017, lors d'une visite chez sa mère, Vera était à une partie avec des amis lorsqu'elle a rencontré un ancien camarade de classe, Vladislav Kanis, dit Vlad. Vlad avait connu une enfance bien plus difficile. Sa mère avait abandonné la famille, laissant Vlad et son frère Stanislav élevés par leur père. Mais lorsque le père de Vlad avait commis un crime, un vol présumé, il avait tout mis fin avec un fusil de chasse. Vlad avait été témoin de cet événement traumatisant. Vlad avait abandonné l'école après la 3e, sans aucune ambition. Il n'était pas surprenant que les parents de Vera désapprouvent de cette relation. Ils connaissaient bien la famille et son père l'avait encouragé à quitter Vlad, tandis que sa mère pensait que Vlad profitait simplement d'elle. Pourtant, Vera croyait pouvoir le changer, que son amour pourrait l'adoucir. En 2019, Vera a emménagé dans un appartement à Kemerovo, près de son université. Ses parents l'ont aidée à payer le loyer et peu après, Vlad a emménagé avec elle. Vlad refusait de l'aider aux tâches ménagères, ne trouvait jamais d'emploi et passait ses journées à boire. Oksana, sentant le danger, a prévenu Vera par téléphone que Vlad la manipulait. Son ami a dit la même chose, disant à Vera que Vlad l'utilisait pour subvenir à ses besoins. Mais Vera n'écouta pas. Au lieu de cela, elle a commencé à cacher leur relation. Vlad a cessé d'assister aux réunions de famille et Vera n'a publié plus de photos d'eux ensemble sur les réseaux sociaux. Vlad est devenu son secret, une part cachée de sa vie qu'elle essayait de gérer seule. Les parents de Vera pensaient qu'elle était victime de violences physiques de la part de Vlad. Mais à l'automne 2019, après de trop nombreuses disputes, des coups et la prise de conscience qu'il ne changerait jamais, elle décida de le quitter, au grand soulagement de ses parents. Elle quitta son appartement, emportant avec elle uniquement le nécessaire pour s'installer dans la résidence universitaire. Vlad resta littéralement dans l'appartement, permettant même aux parents de Vera de payer un mois de loyer supplémentaire alors que Vera n'y vivait même pas. Il dirait plus tard à son frère que soit elle resterait avec lui, soit il la tuerait. Malheureusement, son frère Stanislav ne prit pas la chose au sérieux et pensa qu'il était seulement énervé. Au cours des semaines suivantes, Vera essaya de récupérer le reste de ses affaires. Elle appela plusieurs fois, mais soit on l'ignorait, soit Vlad prétendait être occupé. Mais soudain, sans prévenir, Vlad a appelé Vera le 12 janvier et ils convenirent qu'elle viendrait récupérer ses affaires le lendemain. Vlad donnerait plus tard sa version des faits, lors de son interrogatoire. Il a dit, et je cite, « Lorsque j'ai appelé Vera le 12 janvier, je lui ai proposé de l'aider à déménager ses affaires restantes dans un autre appartement. Vera a accepté ma proposition de la rencontrer et de déménager ses affaires. Nous avons convenu que je l'aiderais à déménager le 13 janvier. Elle devait venir me voir pour récupérer ses affaires. Le 13 janvier, vers 4 ou 6 heures du soir, Vera est venue me voir. Nous avons emballé nos affaires, elle et moi, car je voulais aussi quitter cet appartement, je ne voulais pas y rester sans Vera.
En faisant nos cartons, nous avons bu de l'alcool, principalement de la bière et de la vodka. Après ça, je me suis sentie ivre et Vera aussi. Le 14 janvier, il n'y a pas eu de conflit entre nous quand nous buvions, mais quand j'ai commencé à parler de notre relation, que je lui avais proposé de nous remettre ensemble et que je lui avais dit que je savais qu'elle voyait un autre homme, un conflit a éclaté entre nous. Après cela, elle a commencé à m'insulter et à me frapper. Elle m'a donné au moins 5 coups de pied dans le pied et 8 coups de paume de visage. La peur m'avait frappé en premier. Comme je l'ai dit, c'était la version des faits de Vlad, mais elle ne correspondait pas aux faits de cette nuit-là. En réalité, Vera avait un examen le lendemain, alors elle voulait rentrer et sortir de cet appartement au plus vite. Elle avait demandé à une amie de la retrouver à la résidence universitaire à 18h pour l'aider à porter ses affaires. Arrivée à l'appartement à 17h08, Vera a laissé un message vocal à son amie. « Écoute, je suis encore là, je suis encore en train de préparer mes affaires. Je crois qu'il me reste une demi-heure. » Puis, un deuxième message est envoyé. Vera et Vlad sont en désaccord. Puis, un troisième message est envoyé. Puis, un quatrième message est envoyé. En arrière-plan, on entend aussi Vlad. Je pense que les violences physiques ont commencé peu après ce message. Puis, à 19h19, un dernier message vocal a été envoyé. C'était de Vlad lui-même. Son ami a laissé le couple seul, croyant apparemment qu'ils essayaient de régler leurs problèmes. Seul Vlad sait ce qui s'est passé pendant les heures qui ont suivi, mais j'imagine que c'était horrible. Puis, à 3h du matin, aux premières heures du 14 janvier 2012, les cris désespérés de Vera ont brisé le silence des couloirs de l'immeuble. Au début, seuls les voisins sont sortis pour constater le vacarme. Mais bientôt, des gens de tout le quartier se sont rassemblés devant la porte de l'appartement, écoutant ces appels à l'aide. Ils ont appelé la police. Vlad n'a jamais vraiment eu l'intention d'aider Vera à déménager. Mais il est devenu évident que Vera n'avait aucune intention de raviver leur relation. Alimentée par un mélange toxique de rage et d'alcool, l'agression a commencé. Plus tard, lors de l'interrogatoire, il a insisté sur le fait qu'il n'avait frappé Vera que 4 fois, affirmant que c'était avec la paume de la main. Il a tenté d'expliquer qu'elle s'était cognée la tête contre le placard en tombant, mais ses excuses ne se sont pas arrêtées là. Vlad a avoué l'avoir étranglée avec un fil de fer. Non pas pour la tuer, dit-il, mais seulement pour la faire perdre conscience. Tout pour faire taire ses cris. En vérité, Vlad l'a frappée plus d'une centaine de fois et l'a torturée pendant 3h30. Vlad aurait pu en finir rapidement, mais il voulait lui infliger le plus de douleur possible, le plus longtemps possible. Par moments, Vera courut vers la porte métallique, frappa dessus en criant à aide, mais les voisins ne parvinrent pas à la forcer. On entendit Vlad la tirer en arrière. De nouveau, les voisins appelèrent la police. Lors de l'appel suivant, on entendit Vera, à la porte, crier à l'aide. Vlad planta le couteau dans Vera 2 fois, mais cela ne suffisit pas à apaiser sa rage. Il saisit une lame plus tranchante et la poignarda 5 fois de plus, lentement, comme s'il voulait prolonger sa souffrance. Dehors, les voisins se bousculaient désespérément, cherchant un moyen de briser la porte métallique. Leur panique grandissait à chaque cri qu'ils entendaient à l'intérieur de l'appartement, et ils appelaient la police avec frénésie, impuissants face à l'horreur qui se déroulait. Imaginez-vous, être si près de quelqu'un, brutalement assassiné, entendre ses cris d'agonie, et pourtant, il n'y a rien à faire. C'est horrible. L'une des personnes présentes devant la porte était le propre frère de Vlad, Slatislav. Vlad lui avait parlé au téléphone plus tôt dans la journée, et quelque chose dans la conversation avait suffisamment perturbé Slatislav pour qu'il se précipite à l'appartement. Il savait qu'il fallait ouvrir la porte. La vie de Vera en dépendait. En 3 heures d'angoisse, les voisins appelèrent la police 7 fois avec frénésie. Pendant ce temps, des appels à l'aide désespérés résonnaient dans le couloir, mêlés au bruit écœurant des coups qu'elle recevait. Vera, qui était tout près de la porte, se tut. On entendit la voix de Vlad. « Vera, pardonne-moi », dit-il doucement. Vlad avait porté le coup fatal à l'arrière du crâne de Vera, provoquant un traumatisme crânien dévastateur. Il enroula le fil de fer autour de son corps sans vie, l'étranglant pour faire bonne mesure. L'autopsie révéla que Vera avait été tuée,
non pas une, mais 3 fois. Il fut également prouvé qu'elle avait été frappée physiquement pour la première fois 6 heures avant sa mort. Peu après les derniers bruits, une voisine trouva un pied de biche sur un parking voisin. Ils commencèrent à forcer la porte, et après ce qui dut leur paraître une éternité, ils réussirent à la forcer. Du sang maculait les murs, des éclaboussures même au plafond. Et là, sur le sol, gisait le corps sans vie de Vera. Dans la salle de bain, ils trouvèrent Vlad ivre et affalé par terre, un couteau de cuisine ensanglanté toujours dans la main. Il était presque 7 heures du matin lorsqu'une voisine profondément secouée appela encore une fois la police. La fille criait « À l'aide, à l'aide !» Personne ne l'a aidée, ni l'a sauvée. Pourquoi la police n'est-elle pas venue après toutes ces heures ? Vlad avait tenté de s'échapper, mais les voisins l'ont empêché. La police est arrivée après la mort de Vera, mais pourquoi n'est-elle pas intervenue alors qu'elle était encore vivante ? Elle aurait eu le temps de la sauver. Des images des policiers ont été diffusées, les montrant sirotant tranquillement du thé, apparemment imperturbables face aux appels frénétiques des voisins pendant que Vlad torturait Vera. Au lieu d'être préoccupé par l'urgence, il semblait davantage préoccupé par le ton des appelants, ignorant leur appel à l'aide. Le sergent de service ce soir-là, Mikhaël Balassov, a affirmé plus tard qu'il ne lui restait qu'une seule voiture de patrouille qu'il avait envoyée vérifier l'état d'un homme âgé retrouvé mort. Puis, après son changement d'équipe, le nouveau chef, Dimitri Sarrazin, a aussi reçu des appels concernant la situation de Vera. Le plus déchirant dans cette tragédie est que Vera aurait pu être sauvée. L'un d'entre eux n'a perdu son emploi. Au lieu de cela, ils ont été condamnés à verser à la famille de Vera une petite somme d'environ 300 livres chacun. La justice, semblait-il, avait trahi Vera à 2 reprises. Juste après son arrestation, Vlad a affirmé qu'il n'avait pas tué Vera et qu'elle n'était pas morte. Il a dit, et je cite, « J'ai vu un fer rare passer par terre, je l'ai ramassé et j'ai enroulé le cordon autour du cou de Vera. Après cela, j'ai légèrement resserré le cordon autour de son cou. Je lui serrai le cou pendant 1 minute et demie ou 2. À ce moment-là, je ne réalisais pas que je pouvais tuer Vera. Je ne voulais pas la tuer, juste l'effrayer. Je voulais qu'elle perde conscience. Je voulais qu'elle s'endorme pendant 15 minutes. Après avoir retiré le cordon de son cou, elle a commencé à émettre des sons, à tousser ou à siffler. Je ne voulais pas tuer Vera. Je serrais le cordon autour de son cou parce que je voulais l'effrayer. Lorsque j'ai retiré le cordon de son cou, je l'ai allongée sur le dos. Elle émettait des sons, une respiration sifflante. Après un moment, j'ai commencé à la réveiller, mais elle ne réagissait plus. J'ai ensuite commencé à écouter si son cœur battait. Je me rappelle qu'à un moment donné, je me suis retrouvée aux toilettes. Dans l'enquête et face aux faits, Vlad a fini par comprendre ce qu'il avait fait. Il a dit, et je cite, « Je ne me souviens plus du nombre de fois que je l'ai frappé, mais je pense que c'est le même nombre qu'indiqué par l'expert. Je voulais le silence. Elle a crié et m'insultait pendant notre dispute. Quand je l'ai frappée, je n'ai pas aimé ses cris. Je voulais qu'elle se taise. » Les entrepreneurs de pompes funèbres qui avaient le corps de Vera ont passé des heures à essayer de lui rendre un visage présentable. Je voulais le silence. Mais sa mère, Oksana, a déclaré qu'elle était méconnaissable. Au tribunal, Vlad a déclaré plus tard « Je suis désolé pour ce que j'ai fait. Je ne nie pas que ce sont mes actes qui ont causé la mort de Vera. Je ne voulais pas la tuer. Je tiens à présenter mes excuses à la famille de Vera. » Le 28 juillet 2022, Vlad a été condamné à 17 ans de détention dans un établissement pénitentiaire à régime strict et a versé à la famille de Vera environ 30 000 livres sterling en dommages et intérêts. Mais la situation s'est empirée. En avril 2023, après quelques mois en prison, Vlad a été gracié. La famille de Vera l'a appris lorsqu'une photo de Vlad a fait surface en ligne. La mère de Vera, Oksana, a déclaré « Mon enfant pourrira dans sa tombe. Cela me pousse dans une impasse. J'ai l'impression que Vera a été déçue à plusieurs reprises. J'ai du mal à comprendre que la police ne soit pas plus proactive pour obtenir de l'aide. » Merci d'avoir regardé. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner si vous voulez en entendre davantage. Pouvez-vous nous dire dans les commentaires où vous vivez et quelle heure il est dans votre pays ?